En cette fin d'année 2015, on avait le choix entre faire un épisode de Noël et faire un épisode de Star Wars. Le problème, c'est que les cuves à Bacta, on ne maîtrise pas du tout et que doser les midi-chloriens, on sait absolument pas faire. Ça nous laisse pas beaucoup de solutions. Et puis surtout, il faut trouver un truc à raconter. Parce que si c'est pour parler des fleurs Playmobil perdues dans les trous de nez ou des plaies de main au couteau à vitre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et puis surtout, il n'y a pas grand chose à dire. Mais par contre, il y a les repas de Noël et les repas de fête en général. Et eux, ils sont responsables de 2 ou 3 urgences assez classiques et très fréquentes, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Imaginons une scène de réveillon de Noël en famille. Bonne chère, ambiance feutrée, toute la famille est réunie autour de la table. Mais nous, on va s'intéresser à une personne en particulier, un aïeul. Patriarche ou matriarche, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que ce soit une personne âgée. Donc ici, on va dire mère grand. Le repas s'annonce pantagruélique. Il y a du foie gras et des huîtres en entrée, il y a de la dinde, du vin, des marrons et en dessert, il y a de la bûche et du champagne. En entrée, Mère Grand décide de prendre des huîtres parce que, selon ses dires, elle n'en mange pas souvent. Son médecin lui a bien dit qu'elle n'y avait pas trop le droit, mais bon, on n'a jamais vu personne mourir d'une demi-douzaine d'huîtres, et puis c'est Noël quoi. Le repas se passe sans anicroche, tout le monde sort de table et la soirée avance gentiment. Mais Mère Grand, elle, se sent de plus en plus fatiguée. Elle tousse de plus en plus et elle est même gênée pour respirer. Comme elle a vraiment pas l'air d'aller bien, on finit par appeler les secours. Et elle finit aux urgences. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mère Grand a-t-elle de plus en plus de mal à respirer et pourquoi finit-elle aux urgences? En joie. Notre petite grand-mère, elle a fait ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon, ou OAP. C'est-à-dire que ses poumons se sont remplis d'eau, ce qui est, vous en conviendrez, beaucoup moins pratique pour respirer. La cause de cet œdème aigu du poumon, ce sont les huîtres qu'elle a mangées en entrée, et pas parce qu'elles sont avariées. Mère Grand, comme beaucoup de personnes en âge vénérable, a un cœur un peu fatigué. Alors il fonctionne globalement correctement, il pousse sans trop de difficulté le sang dans les tuyaux, quand elle est au repos, mais il ne faut pas trop lui en demander quand même, il a un peu du mal à s'adapter aux efforts. Et manger des huîtres, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça constitue un effort non négligeable pour un cœur un peu fatigué comme celui de notre grand-mère. Ces huîtres, comme beaucoup de produits de la mer, contiennent beaucoup de sel, c'est-à-dire du chlorure de sodium. Et c'est cette surcharge en chlorure de sodium qui va nous intéresser. Alors pour être parfaitement exact et juste, c'est la surcharge en sodium qui va nous intéresser. Mais bon, pour faire simple, on va dire sel. Sel, chlorure de sodium ou sodium dans cet épisode, c'est globalement la même chose. On va donc pas vraiment avoir le choix, on va se farder un peu de biophysique et un peu de physiologie. On va donc voir 3 choses. Comment se comporte l'eau à l'intérieur du corps humain, comment se comporte le sel à l'intérieur du corps humain et comment ce sel peut avoir un effet sur le cœur. Le corps humain est composé à 60% d'eau et cette eau on la trouve à 2 endroits. Alors à l'intérieur des cellules, dans le cytoplasme, c'est ce qu'on appelle le secteur intracellulaire. Le secteur intracellulaire représente les 2/3 de cette eau totale, et le tiers restant, on le trouve dans l'autre secteur. Et l'autre secteur, c'est l'extérieur des cellules, tout ce qui se trouve à l'extérieur des cellules et à l'intérieur de la peau. Et ça, c'est le secteur extracellulaire. Ouh. Le secteur extracellulaire, c'est l'eau qu'on trouve dans le sang, à l'intérieur des vaisseaux, mais également autour des cellules. Et pour bien différencier ces 2 secteurs, pour les séparer, il y a une membrane, c'est la membrane qui entoure les cellules, et ça c'est la membrane cellulaire. On peut donc schématiser le corps humain comme un grand récipient plein d'eau, avec d'un côté le secteur extracellulaire, de l'autre côté le secteur intracellulaire, et au milieu, la membrane cellulaire. Alors il y a une membrane certes, mais les 2 secteurs ne sont pas complètement isolés, ils communiquent quand même entre eux, sinon ce serait impossible de faire rentrer ou sortir quelque chose d'une cellule. Notre membrane cellulaire, en plus de permettre l'existence des cellules, elle va jouer le rôle de barrière de péage entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Elle va être plus ou moins perméable à différents éléments comme l'eau, les ions, des molécules ou des protéines. Et faire rentrer ou sortir quelque chose d'une cellule, dans la très grande majorité des cas, ça demande de l'énergie. Et plus c'est gros, plus ça demande de l'énergie. Comme un péage. Plus c'est gros, plus c'est cher, ici en énergie. Il y a quand même quelques exceptions à ça, elles sont principalement au nombre de 3, c'est-à-dire l'oxygène, le glucose et l'eau. Ces 3 éléments, qui sont indispensables à la vie, passent de manière à peu près libre de part et d'autre de la membrane cellulaire sans quasiment aucune restriction. Elles traversent cette membrane cellulaire de manière complètement passive, sans aucune consommation d'énergie. Donc les 3 éléments nécessaires à la vie et à la production d'énergie traversent librement la membrane cellulaire sans consommer aucune énergie. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Ce phénomène s'appelle la diffusion et Bruce de la chaîne Y Penser en a déjà parlé sur son épisode sur la respiration. Et comme il le dit si bien, cette diffusion elle est naturelle et spontanée. C'est un peu comme s'ils avaient un pass et une file prioritaire au péage. Pendant que les autres galèrent à attendre de passer, eux ils passent librement. Sauf qu'eux ils sont pas obligés de payer l'abonnement. Et ça c'est la première chose à comprendre. L'eau diffuse de manière naturelle, spontanée, passive et sans aucune consommation d'énergie à travers la membrane cellulaire. Alors que les autres ions,
comme le sodium ou n'importe quelle autre molécule, ne traverse pas librement cette membrane cellulaire et parfois ne la traverse pas du tout. Ce qui va pousser l'eau à passer d'un côté ou de l'autre de la membrane cellulaire, c'est la concentration qui peut exister en un truc de part et d'autre de la membrane cellulaire. Je m'explique, prenons un schmurz, n'importe quoi, un truc qui se dissout dans l'eau et qui passe pas la membrane cellulaire. Genre le sodium? Genre le sodium. On va en mettre de part et d'autre de la membrane cellulaire, qui je le rappelle laisse passer l'eau. D'un côté il va être très concentré et de l'autre côté il va être très peu concentré. Naturellement et de manière complètement passive, l'eau va partir de l'endroit où le sel est peu concentré vers l'endroit où le sel est très concentré, afin d'équilibrer les concentrations de part et d'autre de la membrane cellulaire. Et tout ça sans aucune consommation d'énergie. Et bien c'est ce phénomène qui va poser un problème à Mère Grand. Je vous ai dit que le problème venait du sel que Mère Grand a absorbé en mangeant des huîtres. En mangeant des huîtres, elle a absorbé une grande quantité de sel et ce sel va se retrouver dans son secteur extracellulaire. La concentration en sel du secteur extracellulaire va donc augmenter alors qu'elle n'a pas bougé dans le secteur intracellulaire. Il va donc y avoir une différence de concentration de part et d'autre de la membrane cellulaire. L'eau va donc partir de l'endroit où le sel est peu concentré, c'est-à-dire le secteur intracellulaire, vers l'endroit où le sel est très concentré, vers le secteur extracellulaire. Les cellules, du fait de la différence de concentration, vont se vider d'un peu de leur eau afin de diluer le sel dans le secteur extracellulaire. On va donc se retrouver avec un volume d'eau plus important que d'habitude dans le secteur extracellulaire, et donc dans les vaisseaux. Cet excès d'eau dans le secteur extracellulaire va se retrouver autour des cellules, mais également dans les vaisseaux à l'intérieur du sang, ce qui va augmenter le volume dans le circuit de la pompe cardiaque. Le cœur va donc avoir plus de volume de sang à pousser dans les vaisseaux, et ça va lui demander un effort supplémentaire. On va s'intéresser maintenant au cœur. Alors comme on a déjà fait une vidéo sur le cœur, on vous encourage à aller la regarder, ça va vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus globale sur le bousin. Très rapidement, le cœur est divisé en deux grandes parties. Le cœur droit dont le but est de récupérer le sang veineux de l'organisme et de le pousser vers le poumon pour qu'il soit oxygéné. Et le cœur gauche, qui est le plus important des deux, qui est le plus musclé, le plus fort, qui récupère le sang oxygéné des poumons et qui le pousse vers les organes. Chez Mère Grand, on a vu que le cœur était un peu fatigué. Il a du mal à s'adapter aux efforts. Elle fait ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque peut toucher le cœur droit, le cœur gauche ou les deux cœurs en même temps. Mais la plus classique des insuffisances cardiaques, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Dans la vie de tous les jours, entre Mère Grand et son palpitant, tant qu'ils restent tous les deux au repos, pas de problème. L'équilibre entre la puissance que peut fournir le cœur gauche et la quantité de sang à pousser est relativement stable. Mais là, avec l'excès de sel et l'augmentation du volume de sang à pousser, le cœur gauche n'arrive plus à pousser l'intégralité du sang qui lui revient des poumons. Donc il y a une légère stagnation du sang dans les poumons parce que le cœur gauche n'arrive pas à suivre le rythme. Cette stagnation du sang va faire augmenter la pression dans les vaisseaux sanguins autour des poumons et ça va faire littéralement fuir de l'eau de l'intérieur des vaisseaux vers l'intérieur des poumons. De l'eau va passer de l'intérieur des vaisseaux vers les alvéoles où normalement il n'y a que de l'air. C'est cette fuite d'eau en dehors des vaisseaux qu'on appelle un œdème. Comme ça arrive brutalement, on dit qu'il est aigu, et comme c'est dans les poumons, on appelle ça un œdème aigu des poumons. Ce phénomène de stagnation, il arrive à d'autres endroits dans le corps humain, en particulier dans les jambes. C'est pour ça que certaines personnes ont les jambes gonflées en fin de journée, et qu'on a parfois l'impression d'avoir les jambes très lourdes et de véritables poteaux. Et pour régler ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On surélève les jambes, ça permet de faire descendre le sang et de faire baisser la pression. L'œdème aigu des poumons après la consommation d'huîtres, c'est un cas d'école en médecine. Ça arrive très fréquemment pendant les fêtes et c'est une urgence hyper classique. Alors ça se manifeste par des difficultés respiratoires, une fatigue et de la toux, et on entend parfois même les patients glouglouter quand l'œdème est très important. Quand on écoute les poumons d'un patient qui a un œdème du poumon, on entend ce qu'on appelle des crépitants. Alors je vous laisse écouter, ça ressemble à peu près à ça. Classiquement, on dit que ça ressemble au bruit des pas dans la neige ou alors le bruit des cheveux quand on se les frotte les uns sur les autres. L'œdème aigu des poumons, c'est une urgence qui peut rapidement devenir très grave. Il faut donc absolument consulter aux urgences ou alors prévenir les secours. Le traitement de l'œdème aigu du poumon, il est relativement simple et il est basé sur plusieurs choses. Alors la première, c'est la limitation des apports en eau et en sel. Ça paraît plutôt logique. La deuxième chose, c'est le traitement par diurétique. Alors c'est des médicaments qui font faire pipi, ça va donc permettre d'éliminer l'excès d'eau. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle la VNI, la ventilation non invasive. La VNI, c'est un système avec un masque respiratoire hermétique, alors le patient respire parfaitement normalement, mais ça permet à la machine derrière de maintenir une pression légèrement positive à l'intérieur des poumons. Ça permet de s'opposer à la pression qui est à l'intérieur des vaisseaux et donc d'éviter que l'eau ne fuit dans les vaisseaux. Alors cette pression en anglais on appelle ça une PEEP ou une PEP en français, une pression expiratoire positive.
L'œdème aigu des poumons après la consommation d'huîtres, c'est donc un classique et ça peut être très grave. Mais surtout, c'est évitable. Il suffit de ne pas faire d'excès de sel. Et c'est à ça que servent en partie les régimes sans sel. C'est pas pour embêter les patients, c'est pour éviter de surcharger leur cœur. C'est dommage de se gâcher le réveillon de Noël avec un passage aux urgences ou en réanimation ou pire, juste pour une demi-douzaine d'huîtres. Cette urgence, c'est encore un très bon exemple de la différence qu'il existe entre ce que vous demande votre médecin et pourquoi il vous le demande et toutes les petites notions que ça implique, et encore on n'en a vu qu'une toute petite partie. Et on est là pour ça, pour essayer de réduire cette différence. Pas pour tout expliquer, mais réduire cette différence. Donc en cette période de fête, faites attention à vous et à votre entourage. Vous savez donc maintenant pourquoi les huîtres peuvent conduire aux urgences les personnes fragiles du cœur et pourquoi il est important de ne pas faire d'écart à son régime sans sel. Voilà, dernier épisode de l'année 2015 pour Primum non nocere. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, bien évidemment. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, ça peut intéresser des personnes autour de vous, et puis surtout, c'est une bonne façon de faire connaître la chaîne. Pour les commentaires, c'est juste en dessous dans les commentaires. Pareil pour les pouces bleus ou pour les pouces rouges. Pour les abonnements, il y a la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte Twitter. Le prochain épisode, LPVP, comme d'habitude, le plus vite possible. Et il y aura probablement la FAQ avant. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël. Prenez soin de vous, pas trop d'excès, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Primum non nocere.